Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour la présentation du livre récemment publié chez Fayard du professeur Henri Laurence, Questions juives, problèmes arabes, 1798-2001. Monsieur Laurence, vous avez une longue carrière universitaire durant laquelle vous avez occupé plusieurs fonctions, notamment maître de conférences à Paris 4, professeur des universités à l'INALCO, directeur du CERMOC au Liban, le Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain. Et vous avez été également directeur scientifique de l'IFPO au début des années 2000. Puis, depuis 2003, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe. Et vous avez consacré ces dernières années un cours, les 3 dernières années en tout cas, un cours sur les crises d'Orient. On va y revenir sûrement. Donc vous publiez aujourd'hui ce nouveau livre qui, à certains égards, constitue une synthèse des recherches que vous avez menées durant plusieurs décennies, une synthèse d'une œuvre colossale que vous avez entrepris au milieu des années 90 et qui a consisté à faire l'histoire de la question de Palestine. Et avant d'en venir à cette question de Palestine, qui traverse donc toute votre œuvre, peut-être je commencerai par cette première question, on y reviendra. Bon, j'ai plusieurs questions à vous poser, ensuite je laisserai la parole à la salle. Rodinson parlait de peuple juif ou problème juif avec un point d'interrogation. Vous avez parlé pendant 3 décennies de questions de Palestine, vous parlez aujourd'hui de questions juives. À quoi le titre du livre fait-il référence? On fait simplement référence à une déclaration de Ben Gurion à la fin des années 20, début des années 30. Il s'adressait à une association qui s'appelait le Brit Shalom, c'était des intellectuels juifs autour de l'université hébraïque de Jérusalem, qui venait juste d'être créée, l'université hébraïque. Et cette association plaidait le binationalisme. Et en quelque sorte, Ben Gurion, qui est à l'époque déjà le chef de l'orientation socialiste juive en Palestine, vient les démentir en quelque sorte pour leur dire qu'ils ne sont pas venus ici pour créer un État binational, mais un État juif. Et il ajoute, vous voyez, nos succès déjà, la question juive, nous l'avons transformée en problème arabe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La question juive, c'est un terme datant du 19e siècle qui est lié à l'émancipation des non-chrétiens dans l'Europe des deux, Est et Ouest, mais avec des décalages chronologiques. Il y a un texte célèbre de Marx qui s'appelle Réflexion sur la question juive. Et donc, vous voyez, ensuite, ça a été au 19e siècle lié à la montée de l'antisémitisme dans les dernières décennies du 19e siècle, et puis de façon beaucoup plus tragique de l'entre-deux-guerres, avec la montée du nazisme. C'était ça, la question juive. Il est noté d'ailleurs que le terme question commence à apparaître dans les langues occidentales dans ce sens-là, qu'au lendemain de 1815, je crois que la première occurrence que j'ai trouvée, c'est question grecque. Donc la guerre d'indépendance à la Grèce dans les années 1820. Vous avez la question d'Orient qui apparaît en 1832. Puis vous en avez des tas d'autres, la question sociale, la question religieuse, et ainsi de suite. Et ça se retrouve dans les principales langues européennes. C'est pratiquement simultané, en tout cas pour le français et pour l'anglais. Pour l'italien, voilà. Donc cette question juive, elle a dominé, elle revient aujourd'hui en quelque sorte après les événements du 7 octobre. Et alors la question arabe, c'était la découverte ou l'évidence qu'il existait, comme si on prend les termes de l'époque, une population indigène en Palestine que le mouvement sioniste a défini comme étant des habitants arabes. Et en quelque sorte, si on voulait la terre, que faire de la population arabe du territoire? Et c'est donc ce terme-là, problème arabe, qui est utilisé dans les débats du mouvement sioniste dès le début du XXe siècle.
approximativement. Alors évidemment, aujourd'hui, on dirait plutôt problème palestinien que problème arabe, mais là, il faut respecter la terminologie des gens de l'époque. Avant d'en revenir donc à cette question de Palestine, il y a un fil rouge qui guide l'ensemble de vos recherches, c'est ce que vous appelez l'histoire par intersection, qui a plus tard été popularisé par l'expression histoire connectée, qui correspond à l'étude de moments où deux mondes se trouvent en situation de rencontre. Et ce moment singulier permettrait de révéler la structure de ces deux mondes. Et vous dites avoir été confronté à 3 reprises à cette situation de rencontre dans vos recherches, et vous en avez fait d'ailleurs vos objets de recherche. Et ces 3 moments sont l'histoire de l'orientalisme, la Révolution française et l'islam, et la question de Palestine. Alors qu'y a-t-il de commun à ces 3 rencontres? Bon, il y a d'autres intersections que j'ai étudiées par la bande, comme colonialisme comparé, français, anglais, britannique, américain, etc. Donc, l'intersection, c'est l'idée d'abord que celle de la place du chercheur lui-même, parce qu'il se met quelque part un peu entre les deux mondes. Donc, un orientaliste n'est pas simplement quelqu'un qui regarde vers l'Orient, il regarde vers l'Occident. Et en fait, souvent, il passe son temps à expliquer aux orientaux ce que sont les occidentaux et aux occidentaux ce que sont les orientaux. Et en général, il se fait traiter d'imbécile, ou au terme plus ou moins fleuri, par les deux côtés. Mais ça, c'est la rançon de l'histoire. Donc, l'intersection, d'autres ont utilisé connexion, mais après moi j'ai pas réussi à vendre mon histoire par intersection dans les années 1990. Et donc, voilà. Donc, il faut des sujets qui frappent. Bon, l'orientalisme, évidemment. J'avais commencé mon travail sur l'histoire de l'orientalisme au moment où Édouard Saïd publiait son pamphlet. Et donc, j'ai quelque part à la fois accompagné et contredit l'œuvre d'Édouard Saïd. Bon, la Révolution française, ça répondait à une question essentielle, qui est encore contemporaine. Comment se fait-il qu'une révolution qui commence par une déclaration des droits de l'homme se termine par une expédition coloniale? Et donc, c'était tout le thème de mes différents travaux, qui liés d'ailleurs aux uns aux autres, puisque l'orientalisme permettait de savoir, par exemple, avec quel outillage mental les Français étaient partis en Égypte en 1798. Et donc, après avoir étudié celle-là, bon, la Palestine, c'était évidemment l'hyperconnexion, je veux dire. C'est un problème inimaginable, hein. C'est impensable. C'est un petit territoire, 27 000 km², si on prend comme référent la Palestine mandataire. Donc, en gros, c'est la taille de la Bretagne. La Bretagne doit faire 26 000. Enfin, la région Bretagne doit faire 26 000 km². Donc, ça vous donne ça. Il n'y a pas de grandes ressources naturelles. Pendant longtemps, c'était l'exportation d'objets pieux. Ensuite, de façon plus sérieuse, c'était les oranges de Jaffa. Bon, maintenant, les Israéliens font de la haute technologie et il y a les énormes ressources en gaz qui sont en face du littoral israélo-palestinien. Mais ça, c'est une évolution extrêmement récente. Alors, pourquoi ce problème, si vous voulez alors, ce n'est pas la taille des pertes humaines, même si ces derniers mois, les choses ont pris une dimension terrifiante. Avant le 7 octobre, les pertes judéo-israéliennes, si on peut se permettre ce terme, en un siècle, c'était de l'ordre de 25 000 morts. En un siècle. Si vous me pointez les pertes palestiniennes avant le 7 octobre, bon, c'est difficile à calculer parce qu'en plus, il y a les conflits interarabes, comme la guerre du Liban. Mais ça de l'ordre d'une centaine de milliers ou un peu plus. Bon, maintenant, il faut rajouter au moins 50 000. Mais ce qui vous donne la dimension effrayante, d'ailleurs, de ce qui se passe aujourd'hui.
Et bon, quelques dizaines de milliers de pertes arabes, soit des soldats, soit des civils, en particulier dans la guerre du Liban, ou des civils libanais, indépendamment des civils palestiniens, sont morts dans différents bombardements ou opérations israéliennes. Enfin bon, tout ça, ça fait pas 10 ans de guerre civile syrienne. La guerre civile syrienne, c'est 500 000 morts. Et en plus, là, ça redémarre. Donc, vous voyez, on n'est pas dans les mêmes dimensions. Alors, pourquoi cet intérêt? C'est ça un peu la question. Pourquoi on va faire quelque chose sur les pelouses de la Maison-Blanche? Alors qu'il peut y avoir au Soudan, par exemple, des 7 octobre au moins une fois par semaine, et personne ne pense à inviter quelqu'un sur les pelouses de l'Élysée ou de la Maison-Blanche ou à Downing Street. Donc, il y a bien quelque chose de particulier. Alors, cette chose de particulier, je te répète de tout le temps, c'est la Terre Sainte, d'une part, c'est-à-dire donc le lieu d'émergence ou de signification des 3 grandes religions monothéistes, qui sont elles-mêmes extrêmement reliées les unes aux autres dans l'histoire. Et donc, guerre sainte, croisade, djihad, ainsi de suite. Donc ça, c'est une spécificité territoriale de la Terre Sainte. Et puis, vous avez l'histoire récente, enfin contemporaine au sens des historiens, c'est-à-dire du côté israélien, vous avez la mémoire de la Shoah, l'argumentation sur l'antisémitisme, et du côté arabe, et au-delà des Arabes d'ailleurs, l'histoire du colonialisme occidental, de l'impérialisme, etc. C'est-à-dire ce qui fait l'intérêt d'abord pour nous, sinon vous ne serez pas là aujourd'hui, c'est cet conflit absolument saturé d'histoire, à un point absolument inimaginable. Vous pouvez avoir des manifestations à Kuala Lumpur à propos de la Palestine. Moi, j'en vois pas à Kuala Lumpur à propos, je sais pas, de qu'est-ce que pourrait trouver comme conflit bizarre. Taïwan, par exemple. On va pas manifester à ce moment-là. Voilà, bon. Donc, ça vous donne cette dimension historique extraordinairement profonde, avec la violence des réactions qu'elle suscite, non seulement sur le terrain, bien évidemment, mais dans les différentes audiences internationales, avec des accusations terribles de part et d'autre, comme on le voit ces derniers mois. Oui, vous disiez que c'était essentiellement une question liée, enfin, cette centralité de la question de Palestine, enfin, ou en tout cas du conflit, était liée à la renaissance ou à l'invention de la Terre Sainte, mais il n'y a pas que ça. Enfin, vous dites dans d'autres livres que la question de Palestine est une question plus petite et aussi plus dense de la question d'Orient. Et elle s'inscrit dans la question d'Orient à un sens. Si on définit la question d'Orient dans le sens large du terme, c'est-à-dire un jeu d'ingérence et d'implication entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux, et ceci, grosso modo, à partir de 1770. Pourquoi 1770? Parce que c'est en 1770, pour la première fois, qu'une flotte russe entre en Méditerranée, détruit la flotte ottomane à la bataille de Chesmé, et à partir de ce moment-là, il y a une flotte russe qui va rayonner en Méditerranée dans les années 1770 en s'alliant avec différents pouvoirs locaux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et ensuite, un peu plus tard, 30 ans après, vous aurez l'arrivée pour la première fois d'une flotte américaine en Méditerranée. Et cette flotte américaine qui apparaît au début du 19e siècle, elle est toujours là maintenant, sous différentes formes. Aujourd'hui, on l'appelle la 6e flotte. Donc ça, ce sont véritablement ces enjeux. Alors, les enjeux, tout simplement parce que le Moyen-Orient, c'est un endroit moyen, ou un moyeu, si vous préférez, c'est-à-dire l'intersection des 3 continents, entre l'Afrique, l'Asie
et l'Europe. Ou alors on peut dire, comme d'autres, moi j'aime bien l'expression aphrasie, c'est-à-dire il faut considérer une fois pour toutes que l'Europe, ça n'existe pas, que l'Asie, ça n'existe pas, que l'Afrique n'existe pas, et qu'il n'y a qu'un ensemble euro-africo-asiatique qui forme un ensemble dans l'histoire depuis des millénaires. Et on le voit très bien, puisqu'on est impossible de dresser des frontières à l'Europe, puisque c'est une expression purement politique ou culturelle, mais certainement pas de frontières naturelles. Et là, on s'égare un peu, parce que moi, c'est moi qui m'égare. Mais simplement, je veux dire que déjà, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, vous avez ces jeux d'alliance, d'implication qui se sont construits entre les pouvoirs régionaux, locaux et internationaux. Et le conflit de Palestine s'est engouffré là-dedans, en particulier dans la période dite de la guerre froide. Mais vous voyez bien que vous avez, par exemple, où on définit qu'il y a un axe irano, un peu russo, un peu ceci, un peu cela, et puis de l'autre côté, un axe américain. Mais il est bien évident que Israël ne serait pas dans la même position de force s'il n'y avait pas tout le soutien de l'économie américaine, de l'armement américain, 22-23 milliards de dollars dépensés en 2024 pour les derniers événements. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'Israël est une création israélienne, mais la dépendance envers l'extérieur est permanente. Et dans la mesure où vous avez une dépendance envers l'extérieur, vous devez avoir le soutien des opinions publiques. D'où le fait qu'aussi bien en Amérique, dans les Amériques d'ailleurs, puisqu'il faut penser aux Américains, aux Latino-Américains aussi, puisqu'on dit que les premiers Palestiniens à se définir comme Palestiniens, ce sont les Palestiniens du Chili, qui sont arrivés à la fin du 19e siècle au Chili et qui, dès les années 20, se disent palestiniens. Peut-être plutôt que les Palestiniens de Palestine. Ça, c'est une discussion chronologique un peu absurde, mais en tout cas qui est tout à fait intéressante à étudier. Et donc, dans cette affaire-là, ce qui se passe en France ou ce qui se passe en Grande-Bretagne, on l'a vu avec Corbyn et le Parti travailliste, en France avec M. Mélenchon, ou en Allemagne avec la mémoire de la Shoah, ou aux États-Unis avec le wokisme et autres. Tous ces arguments qui devraient être de politique étrangère et analysés rationnellement en termes de politique étrangère, se retrouvent être des éléments de polémique et de violence interne aux sociétés, parce que tout simplement, on est dans la question d'Orient, et que la question d'Orient, ça mobilise des affects, des passions, et puis c'est utilisé, instrumentalisé, disent les collègues de sciences politiques, par différentes forces. Oui, vous parliez de la guerre froide, mais c'est presque un peu un élément, enfin c'est tardif en fait dans l'histoire de cette question d'Orient qui serait la projection des rivalités européennes en Palestine. Et bon, moi ce que je trouve intéressant dans l'ensemble de votre travail, c'est parce que c'est quand même colossal, il y a énormément de choses, c'est que ça permet, je crois, de dégager certaines structures, et celle-là, à mon avis, en fait partie. À propos de structure, vous suivez une structure chronologique dans votre livre en démarrant votre livre sur la question juive, avec une distinction fondamentale entre antijudaïsme et judéophobie. Et vous la terminez sur l'échec du processus de paix. Est-ce à dire que la question de Palestine est une question juive, et si oui, à quoi correspond-elle? Est-ce qu'il aurait existé une Palestine s'il n'y avait pas eu la question du sionisme? On peut imaginer que oui. L'historien ne peut pas répondre, parce qu'on est dans le as-if, dans le contrefactuel, etc. On me posait récemment la question s'il n'y avait pas eu les guerres mondiales. J'aurais répondu, s'il n'y avait pas eu les guerres mondiales, eh bien l'Europe aurait encore ses empires coloniaux. Donc on serait dans un tout autre monde. Alors on peut faire des romans uchroniques. Certains ont fait des uchronies avec l'Allemagne nazie qui a gagné la Seconde Guerre mondiale.
Il y avait une très belle série là-dessus, d'après un roman de Philippe Cadic, le maître du Haut-Château. Mais vous pouvez faire une uchronie dans laquelle il n'y aurait pas eu de Première et donc de Seconde Guerre mondiale, et très probablement les empires coloniaux français, britanniques, belges et néerlandais existeraient encore au début du XXIe siècle, parce qu'ils n'auraient pas été sapés de l'intérieur par ce qu'a provoqué les guerres mondiales. Mais bon, ce serait un autre monde, certainement amusant à décrire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On a parlé du rôle des acteurs étrangers. Je disais que c'était un lieu de projection, la Palestine, des rivalités étrangères, européennes en particulier. Quel rôle les acteurs européens jouent-ils dans cette question? Ou quel est le poids réel qu'ils ont dans ces crises que vous décrivez dans votre cours au Collège de France sur les crises d'Orient? Bon, il faut serrer les époques. Avant 1914, on est dans le jeu collectif des puissances, des 6 puissances, puisque les concerts européens, c'est 6 puissances, celles qui ont signé le traité de Paris de 1856, donc de mémoire la Grande-Bretagne, la France, le Piémont-Sardaigne qui est devenu l'Italie, l'Autriche, la Prusse qui devient l'Allemagne, et la Russie, qui deviendra ensuite l'Union soviétique pour devenir la Russie. Donc, c'est les 6, ce qu'on appelle le concert européen. Et donc, dans ce concert européen, dans la mesure où les Britanniques ont fait comprendre « touche pas à ma route de l'Inde », il est impossible de s'emparer du territoire central de l'Empire ottoman. Et donc, à partir de ce point-là, chacun essaye d'exercer des influences, d'avoir des acteurs locaux qui soutiennent sa politique. Donc, c'est des jeux d'influence. Et dans ces jeux d'influence, vous avez le système de capitulation. Là, je passe sur les détails, c'est horriblement compliqué. Mais en gros, on a ce qu'on appelle des protections consulaires. Et il n'y aurait tout simplement pas eu d'immigration juive à partir de 1880 s'il n'y avait pas les protections consulaires européennes qui empêchaient les Ottomans d'interdire l'immigration juive en Palestine. Et à la fin de la période, en 1913, un espèce de deal entre Français et Allemands, les Juifs d'origine ashkénaze seraient plutôt sous protection allemande et les Juifs d'origine séfarade seraient plutôt sous protection française. Donc on voit ce jeu-là. Bon, la seconde partie, évidemment, c'est l'époque britannique, l'hégémonie britannique au Moyen-Orient telle qu'elle s'est construite dans la Première Guerre mondiale. Et donc là, vous avez un quasi-monopole politique de la Grande-Bretagne durant cette période jusqu'à 1948, même si on essaye Généralement, les Français, ils se tiennent tranquilles dans leur reclus. Ils sont reclus dans la Syrie et le Liban. Et ils ne veulent surtout pas avoir des rapports avec les sionistes. Ils n'aiment pas. Enfin, les coloniaux français, en tout cas. Donc, dans les années 30, l'Allemagne, mais pas vraiment, l'Italie fasciste essaye d'avoir une politique dans la région pour contester l'hégémonie britannique. Et elle va faire en même temps, puisque c'est un terme encore à la mode. Et donc, en même temps, ça veut dire que d'un côté, vous aurez des bases d'entraînement pour l'extrême droite sioniste révisionniste en Italie, d'entraînement militaire. Et de l'autre côté, l'Italie financera la révolte palestinienne de 1937. Enfin, en tout cas, on verra de l'argent. Et donc, ils vont financer les deux camps dans la fin des années 30. Mais il y avait une logique là-dedans qui était de combattre le système britannique. Bon, il y a eu la seconde. Alors, il y avait aussi une guerre des ondes, parce que c'est les Italiens qui ont inventé ça, avec Radio Bari, dans les années 30, qui est la première émission à longue portée émettant en arabe. Et donc, ensuite, les Anglais ont lancé la BBC internationale en arabe pour contrer Radio Bari. Comme ils sont doués, ils ont fait la première émission en arabe en annonçant que 2 Palestiniens avaient été exécutés par l'armée britannique en Palestine, ce qui évidemment avait à la fois
énerver les Arabes, mais en même temps trouver que la BBC était probablement plus impartiale. La France avait le post-colonial, P-O-S-T-E, pas post-colonial, comme dans les études du même nom, qui est devenu, après quelques transformations, Radio France Internationale. Et dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait Radio Berlin en arabe. Donc vous avez justement une guerre des propagandes. Mais il faut limiter cette guerre de propagande au Moyen-Orient. En 1940, on n'avait que quelques dizaines de milliers d'appareils récepteurs radio. Ce n'est pas du tout ce qui se passera 20 ans après, à l'époque des transistors, etc. Ça atteint relativement peu de monde. Et ensuite, bon, vous avez l'entrée des Américains dans le conflit, disons à partir de 1945. Fondamentalement, bon, Roosevelt s'en occupe un peu, mais c'est surtout et fondamentalement Truman, donc après la mort de Roosevelt en 1945. Et puis dès 1945, vous avez le spectre de la guerre froide. Parce que, bon, les militaires sont très bons pour préparer la guerre précédente. Donc, les plans militaires de l'Occident, dès 1946-1947, c'est que l'armée rouge, elle est écrasante sur le plan militaire. Rien ne peut s'opposer à l'armée rouge, c'est l'attaque. Peut-être l'arrêter sur les Pyrénées encore. C'était l'époque où le général de Gaulle disait l'armée rouge est à 2 étapes du Tour de France. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On se repliait sur l'Afrique du Nord et sur les îles britanniques. On bombardait le système soviétique, comme on a bombardé l'Allemagne nazie, et ensuite on refaisait du débarquement. Ça, c'était les plans de guerre occidentaux. Alors le problème, la faiblesse, c'était le Caucase. Et si l'armée rouge attaquait par le Caucase, il fallait l'arrêter dans sa progression vers l'Afrique. Et donc, dans les plans alliés, c'est en 47-48, on l'arrête à peu près à Suez. En 50, on l'arrête à peu près en Syrie. En 51-52, on est sur le Taurus. Et puis en 54, quand l'OTAN a repris sa puissance et que la Turquie est entrée dans l'OTAN, on se bat dans le Caucase. Mais il faut bien comprendre que même si les acteurs locaux ne sont pas rencontrés dans la guerre froide, la pensée stratégique occidentale, elle, pense toujours en guerre froide dès 1945, d'où quand l'État d'Israël a été créé, qui serait le meilleur allié de l'Occident par rapport à la menace soviétique. Et alors les Israéliens n'avaient qu'une peur, c'est que les Arabes soient les meilleurs alliés des Occidentaux, parce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, les Occidentaux feraient pression sur Israël pour céder un certain nombre de choses, et du coup, ils faisaient tout pour saboter ça, et pour simplifier les choses, en 1955, Nasser s'est adressé à l'Union soviétique, ou l'Union soviétique s'est adressée à Nasser, je crois que ça fonctionnait dans les deux sens. Et donc, à partir de ce moment-là, Israël était sûr de faire partie du bloc occidental, mais inversement, là, la guerre froide devenait chaude, puisque vous aviez eu un conflit frontal entre les alliés de l'Union soviétique et les alliés de l'Occident au Moyen-Orient, ça jusqu'à 1990. Ensuite, on s'est retrouvé avec d'autres ennemis. On a eu l'Irak de Saddam Hussein, on a eu l'Iran de Khomeini. Bon, mais ça, c'était plus petit que l'Union soviétique quand même. Il y a un autre élément qui parcourt ce livre, c'est la question de la négociation. Quelque chose un peu de récurrent, c'est presque un épouvantail maintenant. De quoi cette négociation est-elle le nom? D'abord, il faut occuper les diplomates, il faut occuper la scène politique, qui est deux choses. D'abord, il faut bien comprendre la nature de l'enjeu. L'enjeu est un jeu à somme nulle. La Palestine-Israël, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que le progrès de l'un se fait au détriment de l'autre. Si quelqu'un a 55, l'autre a 45. Si à 55 passe à 56, l'autre est obligé de descendre à 44. Donc ça, c'est tout le problème. Donc tous les essais de négociation ont essayé toujours de dépasser le jeu à somme nulle
Et donc, de faire du gagnant-gagnant, du win-win, eh bien, vous avez pu vous apercevoir, ça n'a jamais marché. Donc ça, c'est toutes les discussions de négociation. Et les Américains, ils s'y sont lancés à cœur plein. Dès les années 50, les Américains ont multiplié les tentatives de négociation, de processus de paix, etc., etc. Ils ont même essayé dans les années 50 et 60 de résoudre la question des réfugiés palestiniens. Ils ont fait un énorme investissement diplomatique sur ces sujets. Mais cela n'a rien donné, parce que vous savez bien, dans un jeu d'ingérence en application, on ne sait jamais qui manipule qui. Est-ce que c'est la grande puissance qui manipule l'acteur local, ou c'est l'acteur local qui manipule la grande puissance? Il suffit de voir, par exemple, comment Netanyahou a manipulé Biden ces derniers mois pour comprendre que la relation est beaucoup plus complexe. Alors, le problème de la diplomatie, je fais souvent la comparaison suivante, qui est que la diplomatie, c'est un échange de fictions. Et on essaye de rapprocher les fictions de la réalité par un jeu de propositions et de contre-propositions, etc. Et donc, les processus de paix, les plans de paix, sont des échanges de fictions qu'on essaye ensuite de rapprocher du réel. Malheureusement, on n'y est absolument pas arrivé. Bon, ma question, je comprends l'échange de fiction, j'ai l'impression qu'on reste malgré tout le temps dans la fiction. Est-ce que c'est pas un moyen, la négociation, de ne jamais parvenir à une solution? C'est pas devenu ça aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours le rêve qu'on a une solution imposée, mais chaque partie pense qu'il faut que ce soit qu'on l'impose à l'autre, mais pas à lui-même. Ça, c'est un point absolument essentiel. Mais tu sais, bon, le processus de paix Israël-Palestine, c'est l'équivalent du dialogue au Liban. Hein? C'est-à-dire, au Liban, on est arrivé à dialoguer sur le dialogue. Et en Palestine, on fait des processus sur le processus. On oublie la finalité des deux choses. Il y a un autre registre assez fort, enfin vous avez travaillé sur cette question notamment avec Mireille Delmas-Marty sur le terrorisme, histoire et droit, vous avez publié un livre avec elle. Et on observe une intégration des registres du terrorisme et de l'antiterrorisme. Comment ça s'est produit? Comment ça... Dès le départ, la notion de terrorisme au sens moderne du terme, ça apparaît dans les années 1890, le terrorisme. Parce que le terrorisme était partisan de Robespierre durant la Révolution française. Donc, c'était un autre sens du mot terrorisme. Donc, terrorisme apparaît dans les années 1890, soit avec les nihilistes russes, soit au Moyen-Orient. Les premiers terroristes, ce sont les fédaïs arméniens contre l'Empire ottoman. Et puis ensuite, dans les Balkans, tout le monde devient terroriste à peu près. Et finalement, les jeunes Turcs, c'était un mouvement terroriste au même titre que les autres mouvements balkaniques qui répandaient du sang dans les Balkans. Ce qu'on appelait à l'époque les comitadji. Donc ces terroristes balkaniques, qu'ils soient serbes, bulgares, grecs, turcs, et ainsi de suite. C'était des gens peu recommandables qui vous massacraient des populations entières, bien volontiers. Donc ça, c'est ça. Alors ensuite, tu as la matrice juridique. Et la matrice juridique, c'est le DORA, Defense Order of je ne sais plus quoi. C'est la législation britannique de guerre durant la Première Guerre mondiale qui est la matrice de toutes les législations antiterroristes. Et donc, ensuite, le mot terrorisme apparaît la première fois dans un texte juridique dans l'Empire britannique de l'Inde, dans le Bengale, un Anti-Terrorism Act. Et donc, en Palestine, les Anglais créent toute une législation antiterroriste, d'abord contre la révolte palestinienne des années 30, et puis ensuite contre la révolte juive des années 40. Et cette législation
britannique est encore valide dans le droit israélien. Et c'est le fondement du droit israélien, en particulier à Gaza et à Cisjordanie, mais aussi, c'est pour ça que ça inquiétait certains, en Israël même. Begin ne voulait pas, quand il était dans la position, avait toujours peur qu'en utilisant la législation terroriste, Ben Gurion interdise l'extrême droite, enfin la droite israélienne, parce qu'il en avait juridiquement la capacité par les ordonnances britanniques, m'en a rassuré en disant non, c'est réservé aux Arabes, pas aux Juifs. Donc, le terrorisme, c'est toujours impossible. Il y avait un juge américain qui disait le terrorisme, c'est comme la pornographie. Je suis incapable de la définir, mais je sais ce que c'est quand je le vois. Le terrorisme, c'est un peu ça aussi. On pourra avoir un jeu infini de définitions, mais aucune ne cadre réellement à une réalité juridique, enfin une réalité tangible. Donc on peut dire que le terrorisme, indépendamment des actes qu'il commet, est une mise hors la loi. Et en ce sens, ça rappelle les hors-la-loi de l'Ouest américain, vous vous rappelez, les outlaws, wanted, dead or alive. Donc, il n'y avait pas de jugement. Ils étaient mis hors la loi. Et déjà dit, les pirates étaient hors la loi, donc ils étaient exécutés sans procès, puisqu'une fois qu'ils étaient pirates. Donc, un terroriste, c'est celui que vous pouvez tuer sans procès. Il suffit de voir ce que font les Israéliens avec leur pratique de l'assassinat systématique, mais aussi d'autres puissances occidentales, y compris la France, ont fait des assassinats de gens définis comme terroristes. Alors le drame de l'histoire, c'est pas le terrorisme, c'est l'antiterrorisme. Au Moyen-Orient, tout le monde est antiterroriste. Israël est antiterroriste, on le voit, il tue dizaines de milliers de personnes par antiterrorisme. Mais la Syrie de Bachar el-Assad est antiterroriste, mais c'est quelques problèmes aujourd'hui. Le régime de Sisi est antiterroriste parce que toute l'opposition est une forme de terrorisme. Pour lui, on pourrait multiplier, et partout dans le monde est antiterroriste. Et donc, le drame, si vous voulez, on le voit, c'est que l'antiterrorisme tue infiniment plus de gens que le terrorisme. Donc, moi, je serais prêt à créer un délit d'incitation à l'antiterrorisme pour limiter les dégâts. Bon, j'ai encore pas mal de questions, mais je vais en poser encore une ou deux, et puis ensuite, mais peut-être des réponses rapides pour pouvoir laisser la place à la... Ça, tu veux me freiner, c'est bien. Non, c'est pas la question, je vois le temps qui tourne. Bon, vous écrivez, j'ai pas noté la page, je suis vraiment désolé, mais je l'ai vu dans votre livre. Une paix véritable ne peut se faire qu'en remettant en partie en cause les fondements du sionisme, c'est-à-dire en admettant que le projet israélien n'a pu se concrétiser qu'en portant tort aux habitants de la Palestine. Alors comment on fait aujourd'hui, dès lors que la remise en cause du sionisme est assimilée à de l'antisémitisme, comment fait-on, comment remettons en cause les fondements du sionisme? D'abord, il y a une réalité, c'est que l'État d'Israël, en tant qu'État juif, n'a été possible que par l'expulsion d'une grande partie de la population arabe palestinienne et par la confiscation de ses biens. Si on part de ce principe, c'est d'ailleurs ce que les Israéliens ont toujours dit quand ils ont refusé le retour des réfugiés palestiniens depuis 1948, en disant ce serait un suicide pour nous. Donc reconnaître que la faisabilité de l'État d'Israël, donc dans ta définition de l'antisémitisme qu'on essaye de nous imposer, il faut, si on met dans c'est pas la mienne. Non, mais dans la fameuse définition. Oui, bien sûr. Il faudrait mettre à côté de l'État d'Israël la Palestine et palestinien. Sinon, c'est une définition qui n'a pas de sens. C'est comme les Israéliens ont le droit de se défendre, que notre cher gouvernement répète ad nauseam, mais apparemment les Arabes n'ont pas le droit de se défendre. Donc, c'est des problèmes de symétrie, de réversibilité
des arguments. Donc, voilà, mais ça avait été abordé pour la première fois un peu sérieusement à Tabac en janvier 2000, où il y a eu l'amorce d'une discussion sur 1948 et le compte-rendu dit qu'ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur le narratives, mais au moins ils ont abordé la question pour la première fois et c'est probablement la seule fois à un niveau gouvernemental où la question a été abordée. Merci. Il y a une autre question, vous disiez dans l'introduction de cette rencontre que l'histoire était saturée, enfin que la question de Palestine était saturée d'histoire. Et c'est vrai qu'on parle de questions juives, problème arabe, question de Palestine, et relativement peu des Palestiniens eux-mêmes. Où est-ce qu'on en est? Qu'en est-il des Palestiniens? Que peut-on espérer? La première, tu as la blague arabe qui dit que les Arabes aiment la Palestine, mais ils n'aiment pas les Palestiniens. Ce qui renvoie au statut des Palestiniens dans les différentes sociétés arabes. Bah, si on peut être franco dans l'expression, on a produit en un siècle un peuple juif bis, dont l'évolution même tourne à être de plus en plus ressemblante à la population juive, au peuple juif lui-même, puisque les Palestiniens se diffusent sur une base diasporique maintenant, et ils commencent à agir exactement comme la diaspora juive. Simple exemple, tu mets un Palestinien à 10 000 km de la Palestine, mais il se fait élire au Congrès des États-Unis. Et il devient, bon, il y en a une seule pour l'instant au Congrès des États-Unis, une seule palestinienne, mais elle existe. Elle est du poil à gratter pour les Israéliens. Et notre ami Rima Hassan, qui est né en Syrie, de famille de réfugiés palestiniens de la région d'Haïfa, bon, inutile de vous dire qu'elle est au Parlement européen et qu'elle agace un certain nombre de personnes en France. Donc on voit que l'évolution diasporique et en même temps le sionisme s'est construit comme mouvement politique à un moment où le monde juif s'éclatait géographiquement, puisque vers 1850, 90% de la population juive dans le monde était en Europe centrale et orientale. 50 ans après, vous en aviez dans les deux Amériques, un peu en Afrique du Sud, un peu en Australie. Et donc, géographiquement, le monde juif s'est dilaté pour devenir une diaspora mondiale. Et c'est la même chose avec les Palestiniens. Même s'il y a des noyaux durs, en Syrie, au Liban et en Jordanie, et Amman joue un peu un centre de regroupement familial pour le monde palestinien, mais vous en avez dans le Golfe. Et puis maintenant, vous en avez en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, sans parler du Chili, mais ça, c'est une diaspora antérieure à la diaspora. C'était aussi une question déguisée sur l'avenir de la structure politique, en fait, ou des représentants politiques palestiniens, mais on y reviendra peut-être. Je vais laisser quand même la parole à la salle, s'il y a des questions, ou en ligne, peut-être d'abord dans la salle, et je sais pas, moi j'ai pas de visibilité, vous avez ouais, d'accord. Alors ceux qui ont des questions en ligne, évidemment, qui n'hésitent pas à les poser dans le chat, et puis on les prendra, monsieur. Attendez peut-être le question. Pour revenir au fondement, j'ai toujours été étonné lors de la création d'État Israël par l'ONU, du poids de l'URSS et de ses alliés. J'ai lu des explications comme quoi c'était pour emmerder la Grande-Bretagne, mais ça ne me satisfait pas complètement. Si, c'est fondamentalement cela. D'abord parce que il y avait une vieille rancune entre le mouvement sioniste et les bolcheviks qui renvoyait avant 1914, puisqu'il faut rappeler que la matrice est la même. C'était l'Empire russe. Donc, le Parti social-démocrate divisé en bolcheviks et mencheviks, ils connaissaient bien les sionistes, c'était les voisins. Et à Genève, vous aviez Lénine, et puis à côté, dans le 3 immeubles à côté, vous aviez certainement un représentant sioniste aussi, sans parler d'un jeune turc, etc. Donc, il y avait un contentieux entre les deux mouvements.
Et d'autre part, on a vu que Staline, au début des années 50, était pratiquement prêt à faire un nouveau génocide des Juifs, en Union soviétique même, d'abord en faisant assassiner les représentants culturels du monde juif qu'il avait utilisés durant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite ce qu'on appelle le complot des blouses blanches était probablement le signal avant-coureur d'une persécution ou d'un génocide de la part du régime stalinien. Mais heureusement pour les Juifs d'Union soviétique, Staline est mort avant. Donc il n'y a aucune sympathie dans le régime. Par contre, il y a une série de calculs géostratégiques de la part de Staline pour penser que la création de l'État d'Israël avec un soutien de l'Union soviétique casserait le dispositif militaire occidental au Proche-Orient, ce qui s'est d'ailleurs exactement passé. Et en plus, secondairement, il y avait des revenus financiers à en tirer de cette affaire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le grand problème monétaire, c'était ce qu'on appelait le dollar gap, l'absence de dollar, le fossé du dollar. Tout le monde hurlait à la recherche de dollars parce que c'était pratiquement devenu la seule devise convertible. Or, le mouvement sioniste avait des dollars et les États arabes n'en avaient pas. Et les livraisons d'armes via la Tchécoslovaquie étaient payées en bons dollars venus des Juifs américains. Et c'était des sommes assez conséquentes. Donc ça pouvait aussi être intéressant pour le bloc de l'Est de ce point de vue dans l'enjeu. Vous savez, Staline était un vrai réaliste. Alors par contre, ce qu'il est vrai aussi, c'est que même dans la guerre froide et même après 1967, l'Union soviétique n'a jamais remis en cause l'existence de l'État d'Israël. Et ça a toujours été un point essentiel dans sa stratégie, même s'il soutenait des mouvements appartenant à l'OLP, même s'il soutenait la Syrie bassiste, etc. Jamais l'Union soviétique n'a remis en cause l'État d'Israël. Bonjour, je voulais vous demander si l'avancée des pays des BRICS, des pays émergents qui se sont étendus aujourd'hui à inclure des pays comme l'Iran, les Émirats, l'Arabie saoudite, l'Égypte, est de nature à rebattre les cartes au point d'envenimer le conflit israélo-palestinien? Donc je pense que ça n'a aucun intérêt, aucune influence sur le terrain. Ni le Sud global en tant que tel. Vous savez, la géopolitique, c'est des monstres froids. Et aujourd'hui, l'un des points de sortie de l'économie israélienne, ce sont les Émirats. Il y a des liaisons aériennes quotidiennes par des compagnies émiraties entre l'aéroport de Ben Gurion et Dubaï et Abu Dhabi. Et à partir de là, c'est le grand hub qui permet aux Israéliens de se rendre en Inde ou en Malaisie, enfin partout, en Asie. Et donc, ça vous donne un cas qui montre clairement que les intérêts économiques et politiques priment avant tout. D'autres questions? Ou peut-être une dans la salle? Vous voulez la... On a une question dans le chat qui demande plutôt pourquoi le livre se termine en 2001. Et une autre question, défendre la cause palestinienne en France, dénoncer le génocide, est-ce importer le conflit, est-ce en faire un jeu politicien interne? Pour 2001, parce que il y avait une césure historique qui était la conférence de Tabac, qui mettait la fin du processus de paix tel que l'on avait connu, et puis on entre à ce moment-là dans une autre séquence historique, et je n'ai pas encore eu le temps de la travailler, parce que j'ai travaillé sur d'autres dossiers, mais un jour ou l'autre, si Dieu me prête encore quelques années, j'aborderai cette région. La seconde question, c'est que... L'importation du conflit. L'importation, le conflit, il est importé depuis 1948 ou 1967. En 1948, les Français étaient intégralement pro-israéliens, et même s'ils se trompaient, je veux dire, Sartre et Beauvoir
a été lié à une association pro-israélienne dont il ne se rendait absolument pas compte que c'était une annexe de l'Irgun, c'est-à-dire de l'extrême droite. Mais ça montre surtout qu'il ne connaissait pas le dossier, parce qu'Hannah Arendt, elle savait parfaitement qui était qui à la même époque. Et la Parti socialiste français de l'époque était gouvernementale. Il disait qu'il y avait de solidarité avec l'État d'Israël parce que c'était un État socialiste, c'était une solidarité socialiste. Et à 1956, on avait déjà la réflexion sur la Shoah chez des gens comme Christian Pineau ou Guy Mollet lors de l'affaire de Suez. Mais l'importation massive, c'est 1967, avec la mobilisation de l'opinion publique française en faveur d'Israël. Et moi, je me souviens bien, parce que j'habitais gamin pas très loin de l'ambassade d'Israël, pas de l'actuelle, mais de la précédente. Il se situait place d'Israël à Paris. Donc, regardez sur une carte. Et donc, je suis allé voir les mobilisations. C'était surtout des Juifs d'Afrique du Nord. On était à 5 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Et les coups de klaxon Israël vaincra reprenaient ceux Algérie française. Et Aron disait, dit dans ses mémoires, que la réaction était largement une réaction de vengeance par rapport à la guerre d'Algérie. Alors ensuite est apparu des courants d'opinion publique plus favorables à la cause arabe et palestinienne. Elles ont été à la rencontre d'un côté d'un certain nombre d'intellectuels, dont certains étaient juifs, comme Maxime Rodinson, qui avait créé avec d'autres un comité pour la Palestine, je n'ai plus le nom en termes du comité qu'il avait créé, et de ce qu'on peut appeler les premières intelligentsia produites par les migrations arabes et musulmanes en France. Donc, c'était la rencontre des deux qui avaient animé ce mouvement, enfin ces mouvements pro-palestiniens dès la fin des années 60. Et dès le début des années 70, je m'en souviens très bien, vous aviez déjà dans la gauche française, enfin, d'abord, il ne faut quand même pas oublier une chose, on oublie toujours l'éléphant dans la pièce, excusez-moi, le Parti communiste français, qui était pro-arabe et pro-palestinien, et qui faisait 20% de l'électorat en France à l'époque. Et c'est vrai que les travailleurs immigrés étaient encore très largement affiliés au Parti communiste durant cette période. Mais disons que dès le début des années 70, il y avait déjà du militantisme pro-israélien et du militantisme pro-arabe ou pro-israélien, pro-palestinien en France. Moi, j'ai des souvenirs de gamins, de lycéens, où il y avait des bagarres dans mon lycée, au sens littéral, à coups de poing, des échanges de coups de poing entre pro-israéliens et pro-palestiniens dans la cour du lycée, à Paris. Donc l'importation, elle est ancienne, et elle est d'ailleurs consubstantielle au sujet. Et du coup, vous diriez, pour reprendre la question, que le génocide, ou disons, la dénonciation du génocide fait partie de ce processus d'importation, enfin appelons-le comme on veut, mais... Non, il y a deux choses, c'est que ce qui se passe là, ça ressemble de plus en plus à un génocide. Alors, on va essayer de discuter sur les plans juridiques et autres, d'autant plus que le texte de référence qu'a la Convention de 48, c'est une convention sur la prévention du crime de génocide. Et commission. Prévention et commission. Oui, non, mais c'est prévention. Et donc, la prévention, justement, on peut dire qu'on peut essayer d'agir pour prévenir un génocide, vu ce qui se passe actuellement. Mais bon, là, je fais un colloque avec Samantha Besson en juin prochain sur la notion de génocide.
Mais il y a aussi l'idée quelque part que tous ces gens qui nous font la morale par rapport à la Shoah, ils se conduisent de façon pas très recommandable. Et là, c'est aussi un sentiment qui n'est pas très recommandable en soi. Je veux dire, il y a les deux aspects de la question. D'autres questions? Monsieur, peut-être dans la salle. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est un bon début. J'ai entendu dire que la première mention d'établir un foyer de peuplement juif en Palestine datait de 1845 et était britannique. Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le livre blanc, le fameux petit livre blanc? Il y a des paquets de livres blancs. En français, ça s'appelle un livre jaune. Donc la première question, bon, les antériorités. D'abord, il existe fondamentalement quelque chose qu'on appelle le sionisme chrétien, on l'appelle aujourd'hui, qui est une interprétation protestante des textes de l'Apocalypse, qui fait que l'avènement du millénium passe par le rassemblement du peuple juif en Terre Sainte. Et ça apparaît dès le XVIIe siècle, dans le protestantisme européen, dans l'Angleterre de Cromwell, ce qui conduira d'ailleurs les Anglais à autoriser le retour des Juifs en Grande-Bretagne parce qu'ils avaient été expulsés au Moyen-Âge, mais à l'époque, c'était essentiellement des Juifs séfarades. Donc ça, ce courant-là, il est extrêmement puissant encore aujourd'hui, même peut-être plus puissant aujourd'hui qu'il y a longtemps, dans l'évangélisme nord-américain et de façon générale dans les mouvements évangéliques dans le monde. Et donc, là, vous avez le messianisme juif qui normalement laisse l'attente au Messie de se déclarer, mais parfois il y a des gens qui se proclament Messie. Et donc, il y en a eu un au XVIIe siècle, Sabbatai Zevi, et qui est parti avec ses compagnons vers la Terre Sainte, lui étant le Messie, mais quand il s'est fait arrêter par les autorités ottomanes et que les Ottomans lui ont dit bah, on t'exécute ou tu te convertis à l'islam, bah, le Messie s'est converti à l'islam, ce qui fait qu'une partie de ses disciples se sont aussi convertis à l'islam, ce qu'on appelle en turc le dönme, ceux qui se sont retournés et qui ont existé. Maintenant, ils ont disparu. Je pense qu'il n'y a pratiquement plus de dönme. Mais pendant longtemps, il y avait des dönme dans l'Empire ottoman, en particulier à Salonique. Et puis, vous avez un autre mouvement de même type que le mouvement franquiste de Jacob Frank, qui s'était établi à Offenbach, mais qui avait rayonné en Europe centrale et orientale. Et donc, Jacob Frank, lui aussi, s'était proclamé Messie. Lui, c'est pas terminé. Je crois qu'on l'a mis simplement en résidence surveillée, parce que les mœurs, c'était un peu adouci, c'était en Allemagne. Et les franquistes, comme on les appelle, ont joué un rôle assez intéressant, y compris dans la Révolution française, puisqu'ils ont voulu savoir si la Révolution française n'était pas un pas vers l'avènement du Messie. Donc, ils ont envoyé des émissaires qui se sont retrouvés à l'extrême gauche du mouvement révolutionnaire français, chez les hébertistes. Et quand Robespierre a fait exécuter des hébertistes au début de 1994, ce qu'on appelait le complot de l'étranger. Mais les étrangers en question, c'était les émissaires franquistes qui avaient rejoint le groupe révolutionnaire français. C'est une chose assez passionnante du point de vue historique. Et donc, il faut comprendre, la Révolution française, ça apparaît aux gens normaux comme une espèce d'apocalypse. Le roi de France a été exécuté, le pape a été chassé de Rome, et puis il y a une espèce d'être surhumain qui commence à se manifester et qui visiblement ne peut être que l'antéchrist. Et cet antéchrist qui commence à être désigné dans les textes protestants, c'est Napoléon Bonaparte. Et on voit la confirmation quand Napoléon Bonaparte a envahi la Palestine en 1799. Donc, évidemment, c'est l'antéchrist. Mais alors, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas établir un État juif, puisqu'on est dans les étapes de l'avènement du millénium. Donc, à la fin des années 1790, vous avez dans différents pays européens des textes qui appellent à la constitution d'un État juif en Palestine, mais généralement dans une perspective messianique et apocalyptique.
Alors ensuite, le vrai sionisme, il apparaît que dans les années 1870-1880. Mais le sionisme chrétien, il est bien antérieur et il reste encore important aujourd'hui. D'accord, très bien. Et puis ensuite. Oui, j'ai deux questions. On connaît le nombre de morts actuels à Gaza, mais on fait rarement référence à l'effectif de Palestiniens à Gaza ou en Cisjordanie. Si la volonté d'Israël, c'est de faire un grand Israël, quid de la population qui se calcule probablement en centaines de milliers, mais je ne connais pas le chiffre. Vont-ils, compte tenu du déséquilibre des forces, faire partie d'une diaspora, mais quid des gens qui sont sur place? Bon, il ne sera pas partir. La première réaction au début de la crise en octobre, visiblement l'intention de l'armée israélienne était d'expulser une partie de la population de Gaza vers l'Égypte. Et Sissi a envoyé immédiatement l'armée égyptienne boucler la frontière. Et s'il y a quelque chose qui se produit vers la direction de la Jordanie, le roi Abdallah coupera les ponts. Donc il n'est pas question de les laisser entrer. Je ne dis pas de les faire partir. Les Israéliens voudraient les faire partir, voire certains Israéliens en tout cas. Mais les États arabes n'en veulent pas. Et ils n'en veulent pas, donc ils ferment. La frontière, c'est une dimension tragique d'aujourd'hui. Alors les chiffres, il y avait à peu près 500 000 habitants en 67, 550 000 de mémoire, dans la bande de Gaza en 1967, et Moshe Dayan disait que c'était déjà un camp de concentration. Aujourd'hui, on est à 2 200 000, 300 000. Avant, il faut faire maintenant le décalque des pertes humaines qui sont certainement beaucoup plus importantes que les 44 000 officiels recensés. Mais les pertes réelles sont probablement nettement plus importantes, mais elles n'ont pas été comptabilisées. Ma deuxième question, c'est est-ce que les ressources gazières et du pétrole possible en zone méditerranéenne constituent un enjeu du conflit ou est-ce que c'est accessoire? Un enjeu secondaire et important. Sur la dimension palestinienne, enfin secondaire, quand les plans Trump étaient de créer un État palestinien un peu croupion sur Gaza surtout, il voulait quand même donner au passage le gaz qui fasse au littoral de Gaza à Israël et pas aux Palestiniens. Donc il y avait déjà une discussion sur ce point. Non, vous avez surtout un équilibre de terreur. Les Iraniens avaient une peur, c'est que les Israéliens bombardent les installations pétrolières iraniennes, parce que c'est la principale ressource économique de l'Iran. Et les Israéliens ont le moyen de le faire, et le Hezbollah avait le moyen de détruire à distance les plateformes pétrolières et gazières israéliennes en mer. Ils en ont les moyens. Donc, ils se sont neutralisés. L'un l'autre. Téhéran a fait comprendre qu'il n'était pas question de toucher aux installations gazières israéliennes. Et inversement, les Américains ont fait comprendre aux Israéliens qu'il ne fallait pas toucher au pétrole iranien parce que sinon, on aurait du pétrole à $100 ou $150 le baril. Donc, on a préservé l'essentiel, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, rassurez-vous. Une question peut-être en ligne? On observe différentes interprétations historiques sur la place des Juifs dans le monde arabe et sur la question de l'antisémitisme dans cette région. Certains soutiennent que l'antisémitisme dans le monde arabe est particulièrement féroce et qui s'est développé de manière unique, dépassant aujourd'hui celui de l'Europe, tout en étant utilisé pour opposer le monde arabe à la civilisation judéo-chrétienne. D'autres, au contraire, estiment que l'antisémitisme violent est essentiellement une construction européenne et que les Juifs dans les pays arabes n'ont jamais été confrontés à des persécutions comparables à celles subies par les Juifs d'Europe. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Pensez-vous qu'un droit au retour des Juifs arabes, par exemple en Irak, en Syrie ou en Algérie, pourrait être envisagé?
dans une perspective historique ou politique? Bon, là, c'est au moins 2 ou 3 heures de réponse. Voilà, bon, premier point, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de judéophobie arabo-musulmane au sens où on l'a dans le christianisme, tout simplement parce qu'il n'y a pas de conflit sur l'interprétation des Écritures. Une des bases de l'antisémitisme, de la judéophobie chrétienne, et qu'il y a un conflit sur l'interprétation des Écritures, savoir si Jésus est le Messie ou non, etc. Ça, le problème est réglé. Pour l'islam, les Écritures juives et chrétiennes sont fausses, donc on n'a pas à en discuter. Donc on n'avait pas de problème théologique, ce qui quand même change considérablement la donne. Donc vous avez eu le fait que le christianisme et le judaïsme ont été des religions autorisées dans le cadre du système musulman. Ce qu'on appelle les dhimmis, les pactes de protection, c'est strictement l'équivalent de ce qu'on a appelé la législation sur l'indigénat dans la France coloniale. C'est exactement la même chose, sauf que ça a perduré plus longtemps à travers les siècles. Mais en plus, ce sont des textes. Le réel est toujours différent. Le réel, c'est toujours un ensemble de rapports de force. Il suffit de voir que ces textes sont régulièrement rappelés par les autorités pour dire que si on les rappelle, c'est qu'ils ne sont pas respectés. Donc ça, c'est une chose importante. La disparition des Juifs du monde arabe et pratiquement du monde musulman, même s'il en reste encore un petit peu en Turquie et en Iran, sont liés à ce qu'on peut appeler à la fois des facteurs d'attraction et des facteurs de répulsion. Vous avez évidemment, à partir des années 30, une opposition monde juif, monde arabe créée par la question palestinienne, qui déstabilise les communautés juives dans l'ensemble du monde arabe, y compris dans le monde colonial. D'où le fait que d'ailleurs les Français étaient hostiles au sionisme, parce que ça faisait des troubles en Afrique du Nord. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que le départ des Juifs du monde musulman est à la fois un mouvement global, mais que dans chaque région, il a des caractères distincts et des problématiques particulières. Si vous prenez les Juifs du Yémen, c'est un mouvement totalement messianique. C'était des populations pauvres d'artisans et de commerçants qui vivaient dans un monde tout à fait médiéval de terme et qui ont pris des avions pour les amener dans un monde moderne. Ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient opprimés par les Yéménites. Ils sont partis parce qu'ils pensaient que le Messie était arrivé. Vous avez, pour une partie du Maroc, c'est la même chose. Les populations marocaines pauvres sont parties parce que le Messie arrivait, etc. Donc là, on est dans la faction religieuse. Vous avez le fait que culturellement, les élites juives du monde arabe étaient reliées à titre divers aux systèmes impériaux français et britanniques, en particulier dans la guerre d'Algérie. Donc les Juifs d'Algérie, ils ont eu le sort des Européens d'Algérie. Ils sont partis comme les Européens d'Algérie sont partis. Ensuite, vous avez 15 formules différentes. Si vous prenez les Juifs de Syrie ou d'Égypte, on a une partie qui sont allés en Israël, et la majorité, ils sont allés plutôt en Californie. Quand ils ont eu le choix, ils ne sont pas tous allés en Israël. Donc, vous avez des facteurs d'attractif, parce que, une fois pour toutes, dans l'ensemble du monde arabe, et même au-delà, le rêve, c'est de partir en Occident. Et l'islamisme est parfois une position de repli par rapport à un rêve qui serait d'aller plutôt dans les pays occidentaux. On ne peut pas le dire publiquement. Donc voilà un peu. Et les Israéliens ont déstabilisé les communautés juives du Proche-Orient. Volontairement, à la fois pour des raisons pratiques, ils avaient besoin d'agents de renseignement, voire de groupes de sabotage, comme en Égypte dans les années 50. Donc, ils ont manipulé des Juifs égyptiens pour faire des sabotages
en Égypte, évidemment, quand la police égyptienne a frappé, ça a été assez dur. Et du coup, les autres et les Juifs d'Égypte sont partis, enfin, ceux qui restaient de Juifs d'Égypte sont partis en 1956, quand l'Égypte était attaquée par l'armée de l'État juif. Il y a quand même une relation entre les deux. Alors, ce qui est terrible, aujourd'hui, vous avez une nostalgie d'un temps qui aurait été heureux, etc. Même si paradoxalement, ce temps heureux, c'était aussi le temps de l'impérialisme colonial européen. Il faut toujours remettre les pendules à l'heure. Mais en tout cas, pour l'ensemble des juifs séfarades, au sens des juifs issus des pays musulmans, pour simplifier la définition, vous avez le fait que le départ ou l'expulsion, même si parfois c'est de l'expulsion, parfois c'est des simples départs, fonctionne de façon mémorielle, de la même façon que la Shoah fonctionne de façon mémorielle pour les Juifs d'Europe. Et dans la mesure même où les uns pleurent leur destruction de la Seconde Guerre mondiale, les autres pleurent leur départ en disant « nous aussi, finalement, on a été martyrisés », etc. Vous n'avez pas le monopole de la souffrance. Voilà les différentes dimensions, mais en tout cas, la façon dont les pays arabes ont détruit leur minorité a été pour les pays arabes un gigantesque appauvrissement. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, et ils en sont largement responsables. Merci. Je ne sais pas si on a encore le temps. Une question? Ouais, la dernière question. Ok. Bonjour. Encore une? Ok. En parcourant récemment des livres d'histoire concernant l'histoire d'Israël, notamment toutes les années qui ont suivi l'indépendance, j'ai remarqué que les dirigeants israéliens, que ce soit des dirigeants politiques ou des dirigeants même militaires, avaient un discours dans les années fin 40, début 50, beaucoup plus réaliste, en tout cas beaucoup plus conscient de l'opposition qu'il y avait entre la diaspora juive qui est arrivée en Israël et le peuple palestinien, qui était déjà sur place. Et si on compare la situation aujourd'hui, on a l'impression que ce narratif aujourd'hui n'existe quasiment plus du tout en Israël, ce soit la classe politique, la classe militaire, même la classe économique israélienne n'a pas conscience de ce qui oppose fondamentalement les Israéliens et les Palestiniens aujourd'hui, d'autant plus sur le plan historique. Comment vous expliquez aujourd'hui que tout ce discours, toute cette prise de conscience qu'il y avait à l'époque de l'indépendance d'Israël ne soit plus aujourd'hui dans les discours et dans l'opinion publique israélienne? Vous avez toujours eu, dans cette période, mais largement au-delà, toujours la peur du retour des Palestiniens. Je travaillais sur un sujet récemment, c'était dans les problèmes des planteurs d'oranges en Palestine dans les années 40. C'était une économie en symbiose entre planteurs juifs et planteurs arabes. Et donc en 1949, il y a quelques planteurs juifs qui disent il y a quand même cette famille-là, ils étaient sympas, on travaillait bien ensemble, est-ce que vous ne pouvez pas les autoriser à revenir? Et les autorités israéliennes répondent non, surtout pas. Parce que si on en permet à quelques-uns d'entrer, tout le monde va vouloir revenir. Donc il y a toujours l'ambiance, la peur du retour. Et on ne peut pas l'articuler parce que cette peur du retour est toujours aussi un espèce d'aveu de culpabilité. Vous avez encore des scènes, encore aujourd'hui, où des touristes arabes d'origine palestinienne qui peuvent avoir une nationalité européenne ou américaine se promènent dans la rue pour voir la maison qui avait appartenu à leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Et les habitants actuels, ils sont un peu au minimum gênés par rapport à cela. Donc on est dans un semi-inconscient de la peur du retour. Et puis il faut penser aussi, l'autre élément, c'est que la grande majorité de la population juive israélienne est arrivée après 1950. C'est-à-dire ils sont arrivés dans un pays où les Arabes n'y étaient plus. Donc ils ont l'air de considérer que ça avait toujours été le cas. Israël est occupant. Est-ce qu'un pays occupant a le droit de se défendre? Et est-ce qu'un pays occupé n'a pas le devoir de se défendre?
Le général de Gaulle avait dit toute occupation suscite de la résistance que d'autres appellent le terrorisme. Bon, aujourd'hui, on pourrait l'inculper de la citation au terrorisme pour avoir dit une chose pareille. C'est des termes de l'équation. Voilà. Et vous avez de l'autre côté, bon, vous avez des musulmans, des arabes qui passent dans le camp occidental et qui deviennent même pratiquement des gens de l'extrême droite européenne ou américaine et qui disent tant mieux, les Israéliens ont parfaitement le droit de faire ce qu'il faut. C'est un peu un brevet d'entrée pour certains. Voilà, donc toutes les positions sont possibles, mais cherchez à trouver des légitimités à la violence, vous en trouverez toujours. J'ai une question dans le chat. La création de l'État d'Israël n'a-t-elle pas été déterminante dans le départ des Juifs d'Irak? Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, la communauté juive irakienne est la plus ancienne au monde, puisqu'elle est censée remonter à l'exode de Babylone, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et l'Irak a toujours été un grand centre de culture juive et d'expression juive. Et dans la modernité, c'est-à-dire 19e, 20e, la communauté juive irakienne a bien profité du cadre colonial, enfin économique collectif et absolu du mandat britannique. C'est-à-dire que les juifs irakiens, qui faisaient beaucoup de commerce avec l'Inde, en particulier Bombay, etc., étaient devenus une position plutôt de classe moyenne. Cette population bien éduquée, généralement dans les écoles de l'Alliance israélite universelle, elle s'est trouvée otage de la guerre de 48. Et au lendemain de la guerre, il y a eu des fortes tensions, d'autant plus que les mouvements sionistes locaux ont créé des espèces de milices d'autodéfense juive pour protéger la population juive d'un risque de massacre, parce qu'il y avait eu un massacre en 1941 dans un contexte compliqué de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, les autorités irakiennes, c'est-à-dire Nouri Saïd, ne voulaient absolument pas avoir des développements de troupes armées ou d'éléments armés juifs sur son territoire. Alors ils ont voulu un peu dégonfler le jeu en disant nous autorisons à partir de dorénavant tous les juifs à partir s'ils veulent, à condition qu'ils abandonnent la nationalité irakienne. Mais pensez à ce moment-là qu'il n'y aurait qu'une petite fraction de la population juive irakienne qui partirait. En fait, c'est 90% qui est parti. Alors dans des conditions matérielles, leurs biens n'étaient pas confisqués, mais si vous voyez bien que des dizaines de milliers de gens de la classe moyenne qui partent, les biens sont bradés. Donc la perte matérielle a été énorme. Ceux qui se sont retrouvés en Israël se sont retrouvés déclassés socialement par rapport aux positions qu'ils occupaient dans la société irakienne. Alors, ça donnait toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire vous avez des gens qui ont dit les Juifs, nous avons été martyrisés, etc. Et les autres ont dit c'est les Israéliens qui nous ont poussés à partir et qui ont détruit notre identité de Juifs arabes. Les deux discours ont coexisté. Mais le traumatisme a été puissant. Mais alors, vous avez vraiment sur les Juifs d'Irak, parce que c'était une communauté très cultivée, comme les Juifs égyptiens, une abondante littérature, à la fois de gens qui ont écrit leurs mémoires, en français ou en anglais, et des historiens issus de ces milieux qui ont écrit des livres sur l'histoire des communautés juives égyptiennes ou irakiennes. Alors, sur le Yémen, on a peu de choses, parce que c'est des très pauvres qui sont partis. Alors, par exemple, pour le Maroc, si on continue la même chose, après l'indépendance du Maroc, on arrive à peu près au règne d'Hassan II. Les Juifs ne sont pas autorisés de partir.
Et alors, il y a le Mossad qui fait partir des Juifs en bateau, et il y a des Juifs qui font naufrage. Alors, Hassan II ne trouve pas ça bien. Hassan II, il dit je ne veux pas qu'on noie mes sujets. Parce que les Juifs ou les Arabes ou les musulmans, ça lui appartient, c'est le droit. Et donc Hassan II fait convoquer le responsable du Mossad, parce qu'évidemment les Marocains l'avaient parfaitement identifié. Il lui dit bon, il n'est plus question qu'on noie mes Juifs, s'ils veulent partir, qu'ils partent, et on commence à faire de la coopération. Donc on a laissé partir les Juifs marocains avec l'autorisation royale. Et ensuite, en contrepartie, le Mossad a entraîné ou formé les services de police marocains. Ce qui fait, par exemple, que le Mossad a été partie prenante dans l'assassinat de Ben Barka à Paris, pour échange de bons services. Et donc, vous voyez, le cas marocain est extrêmement intéressant parce que d'ailleurs, les Juifs marocains en Israël conservent plutôt un bon souvenir du Maroc, et ils disent notre roi, parfois pour plaisanter, parfois pour pas plaisanter du tout. Voilà, bon, et encore quelques Juifs marocains, c'est les plus importants, pas sur place. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a eu un effondrement de la présence juive après 67, parce que ce n'était pas l'État marocain qui faisait de la persécution, mais vous avez des répercussions dans la société civile. Et donc, là, les gens sont partis aussi parce que leurs voisins leur faisaient des remarques où il y avait des sentiments d'hostilité profonde dans la population. Mais les Marocains ou les Yéménites qui sont nés en Israël, ou les Irakiens, se sont sentis frustrés. D'abord parce qu'Israël, ce n'était pas leur culture séfarade et qu'ils étaient traités comme des moins que rien. Je me rappelle, dans les début des années 80, j'avais rencontré le responsable israélien des services culturels israéliens à l'ambassade d'Israël en Égypte. On discutait, c'était mes copains progressistes arabes qui voulaient savoir ce qu'ils voulaient, et comme ils ne voulaient pas parler avec un Israélien, ils m'avaient délégué pour sonder. Vous arrivez dans le but de chercheur des épisodes un peu cocasses comme ça. Et il m'avait dit, franchement, vous les Français, vous avez pris les meilleurs des Juifs d'Afrique du Nord et vous avez laissé le rebut. Voilà, bon. Et c'était quelqu'un qui était un grand universitaire israélien. Madame. Oui. Madame, une dernière question. Petite question, réflexion. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur le lien économique ou le soubassement économique qui régit toute cette guerre? Parce qu'on voit partout des intérêts communs, l'Arabie Saoudite, le changement de paradigme qui se passe là-bas avec l'arrivée du nouveau roi, les intérêts économiques, le fait qu'on a entendu parler qu'il y aurait une volonté de ne plus faire passer le flux par le canal de Suez, mais d'en faire un nouveau. Non, ça c'est de la vieille blague. C'est un projet qui faisait passer le pétrole d'Iran par le golfe d'Aqaba. Mais ils ont fait un oléoduc et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et en tout cas, l'oléoduc, il est mort depuis longtemps, faute d'entretien. Il n'a pas d'intérêt économique. Enfin, il y a des intérêts économiques, il y en a aujourd'hui dans la mesure où il y a du gaz. Mais ça va du Liban jusqu'à la côte égyptienne. Et vous avez en fait, comment dit-on, une conjonction. Enfin, ils sont mis en système. Le gaz passe par l'Égypte. Il est liquéfié en Égypte pour ensuite être exporté vers l'Europe. Donc, vous avez une contribution mixte égypto-israélienne sur le gaz. Là, vous êtes sur des sommes très importantes.
sur le plan financier. C'est le hub. L'Égypte est le hub du gaz de toute la Méditerranée orientale, y compris le gaz israélien. Donc ça, c'est un point. Mais sinon, le dossier n'a jamais été économique. Il y a eu des affaires économiques, vous avez eu les conséquences du boycott arabe, vous avez eu évidemment différentes choses. Et puis, bon, Israël est connu aujourd'hui, il y a 50 ans, pour la haute technologie. Et donc la high-tech israélienne intéresse beaucoup les gens. On a un président de la République qui a été fasciné par la Startup Nation, etc. Et vous avez des entreprises israéliennes qui ont été rachetées par les intérêts américains pour des sommes colossales en milliards de dollars. Mais il semble que depuis le 7 octobre, la Startup Nation soit entrée en crise parce qu'au lieu de faire des programmes, les types se battent à Gaza. Donc, ça affaiblit quand même les choses. Si vous voulez, les structures de l'économie israélienne, bon, d'abord, elle a toujours été dépendante de l'aide extérieure, qui venait des communautés juives. Ensuite, donc, on a fait des oranges comme tout le monde jusque dans les années 50 et 60, comme exportation principale. Enfin, des agrumes, pas seulement des oranges, mais aussi des pamplemousses. Et puis ensuite, ils ont fait venir des juifs hollandais. Et donc, ils ont pris une place importante dans la taille des diamants, qui est une vieille discipline, enfin une vieille économie, action économique juive qui vient d'Europe de l'Ouest, qui ont été importés en Israël. Et maintenant, ils sont passés donc à la high-tech. Mais il y a des problèmes actuellement sur la high-tech israélienne. Alors, puis sinon, c'est l'industrie de l'armement. Les Israéliens vendent de l'armement de plus en plus sophistiqué. D'autant plus que maintenant, sur place, on peut fabriquer, l'Égypte ou l'Irak ou l'Iran peuvent fabriquer des Kalachnikov, etc. On voit même le Hamas qui est capable de fabriquer des drones sur place. Donc, on est monté en technologie. Et vous avez les logiciels espions israéliens qui ont fait prime sur le marché, même au point d'agacer certaines personnes, y compris en France. Quand ils se sont fait écouter par des logiciels espions israéliens que les Israéliens avaient vendus à d'autres pays. On va clore cette rencontre. Merci beaucoup, Monsieur Laurence, d'être venu présenter votre livre.